Très bien. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette journée. Donc moi, comme Monsieur Duclou l'a dit, je vais vous parler de la cohorte NDCRIS, qui est une cohorte régionale à laquelle certains d'entre vous participent. Alors, comme on est dans une journée de dialyse, moi je voulais commencer cette présentation par dire deux mots de la mise en dialyse. C'est une situation qui, pour le patient, est à haut risque d'hospitalisation d'une part et au risque de décès d'autre part. Après mise en dialyse, c'est pendant les 4 premiers mois que le risque de mortalité est le plus important. Et cette thématique de la mise en dialyse, elle est source de beaucoup de questions et à l'origine de beaucoup de projets de recherche de nos jours. Des questions notamment sur le moment de la mise en dialyse, à quel moment faut-il mettre le patient en dialyse, à quel moment faut-il commencer à le préparer à la dialyse, comment faut-il commencer la dialyse, est-ce qu'il faut mettre en hémodialyse, mettre tout le monde d'emblée à 3 fois 4 heures par semaine, ou au contraire commencer de manière progressive si les patients ont une fonction rénale résiduelle. Faut-il commencer chez tout le monde sur une fistule ou alors sur un cathéter? Et pour certains patients, on peut même se demander, est-ce qu'il faut vraiment les mettre en dialyse? Est-ce que la dialyse va leur apporter une amélioration de leur qualité de vie et un bénéfice en termes de survie? Et pour répondre à toutes ces questions, on a différents outils à notre disposition. Il y a le registre rein, d'une part, dont on parlera plus tard, qui est le registre des patients traités pour une insuffisance rénale terminale. Mais ce registre, il a quelques limites. D'une part, il donne très peu d'informations sur les caractéristiques des patients avant mise en place d'un traitement de suppléance. Et on n'a aucune donnée sur les patients qui ne bénéficient pas d'un traitement de suppléance, qui sont en traitement conservateur. Et c'est une des raisons qui motive la mise en place de cohortes de patients insuffisants rénaux. Et en Franche-Comté, donc, on a la chance d'avoir une cohorte qui s'appelle NDCRIS, qui a été mise en place en 2012, qui est une cohorte ouverte des cas incidents et prévalents d'insuffisance rénale chronique, insuffisance rénale modérée, sévère ou terminale, et qui inclut des patients uniquement adultes, donc de plus de 18 ans, qui doivent, pour être inclus, avoir au moins 2 DFG estimés inférieurs à 60. Et la majorité des patients inclus à l'heure actuelle sont en insuffisance rénale de stade 3, donc avec un DFG estimé entre 30 et 60, mais il y a des patients qui sont inclus déjà en insuffisance rénale terminale dans la cohorte. C'est une cohorte qui est ouverte, comme je l'ai dit, et pour l'instant sans horizon temporel, donc qui continue à l'heure actuelle à inclure des patients. Les patients sont suivis dans la cohorte jusqu'à l'initiation du traitement de suppléance, donc soit jusqu'à mise en dialyse, jusqu'à transplantation ou jusqu'à transfert vers un autre centre ne participant pas à la cohorte, ou jusqu'au décès bien sûr. Elle est conduite par l'Institut Phi-Square, qui est un organisme privé à but non lucratif qui travaille sous l'égide de la Fondation Force, anciennement Fondation Transplantation. Et les premières inclusions ont commencé en 2012 dans 3 centres pilotes, qui étaient Mâcon, Montbéliard et Besançon. Et puis c'est étendu aux 6 autres centres dans la région, uniquement dans les services de consultation hospitaliers de néphrologie. Donc il y a juste le centre de Nevers qui pour l'instant ne participe pas à la cohorte. Et à la fin du premier trimestre 2017, on avait 3761 patients inclus dans la cohorte. Là, sur ce graphique, on peut voir les inclusions. On voit qu'il y en a eu beaucoup lors de la phase pilote en 2012, beaucoup en 2015 quand la cohorte s'est étendue aux autres centres. Là, le nombre d'inclusions stagne depuis quelques années. Et sur les 3761 patients inclus, il y en a 707 qui ont déjà quitté la cohorte. Plus de 50% d'entre eux, c'est suite à un décès. Et pour 36% suite à une mise en dialyse. Dans cette cohorte, les patients sont inclus sous réserve de leur non-opposition. On recueille des données à l'inclusion, à la fois cliniques et biologiques, concernant les caractéristiques du patient, des caractéristiques de poids, de taille, de comorbidité, de néphropathie, des caractéristiques biologiques. Et tout au cours du suivi, à chaque consultation, on recueille ces mêmes données. On recueille aussi des informations concernant les traitements reçus. On recueille aussi tous les événements importants dans le suivi, notamment les hospitalisations. On recueille la date de l'information pré-dialyse, la date de la création d'un abord vasculaire et la date de la mise en dialyse. Et il n'y a aucune conséquence pour le patient sur sa prise en charge. Le rythme du suivi est laissé à l'appréciation du néphrologue, qui généralement suit les recommandations à ce niveau-là. Et l'objectif de cette cohorte, c'est d'être le plus représentatif possible des patients suivis pour insuffisance rénale chronique en France. Donc elle représente vraiment les conditions en vie réelle. On n'est pas comme dans un essai clinique où les patients sont très sélectionnés et ont un suivi très protocolisé. Là, c'est de la néphrologie de la vie de tous les jours. Et cette cohorte, ça peut avoir de multiples applications, ça peut avoir un intérêt purement descriptif, mais ça peut être une base de données intéressante pour de nombreuses études, notamment d'épidémiologie analytique ou pour des études pronostiques, concernant la maladie rénale chronique, mais aussi concernant la dialyse, avec un chaînage possible avec les données du registre rein.
Et je vais poursuivre ma présentation avec un exemple plus concret, avec l'étude qui a servi de mémoire de Master 2 pour moi. Je vais commencer juste avec 2 mots de contexte. En 2015, il y a un peu plus de 11 000 patients qui ont été traités pour une insuffisance rénale terminale. Et parmi eux, il y en a 31%, donc environ un tiers, qui ont débuté la dialyse en situation d'urgence. Et ce, malgré les recommandations de l'HAS qui préconisent de préparer normalement les patients 1 an avant de recevoir un traitement de suppléance. C'est-à-dire de les informer à la dialyse, de créer un abord vasculaire 1 an avant que la date estimée où le patient devra débuter la dialyse. Donc ça sous-entend que le néphrologue devrait être capable d'estimer comment va se dégrader la fonction rénale de ces patients pour essayer d'anticiper au mieux le moment où le patient devra débuter un traitement de suppléance. Et à l'heure actuelle, il y a très peu d'outils disponibles pour ça. Le score le plus connu et le plus validé, c'est le score KFRE, qui permet d'estimer le risque d'insuffisance rénale terminale à 2 et 5 ans, à partir de l'âge, du sexe, du DFG et du ratio albumine sur créatinurie. Mais c'est un score qui, pour l'instant, est quand même assez peu pertinent pour les stades les plus avancés d'insuffisance rénale et qui présente pas mal de faiblesses, notamment il ne prend pas en compte le risque compétitif de décès, c'est-à-dire qu'il estime un risque de déclin de la fonction rénale qui ne tient pas du tout compte du risque de décéder alors qu'on a une population qui est très âgée. La moitié des patients qui sont mis en dialyse de nos jours ont plus de 70 ans, donc certains patients ont un risque de décéder qui sera plus important que le risque de dialyser. Raison pour laquelle on a eu pour objectif, à partir de la cohorte NDCRIS, d'essayer d'estimer le risque à 3 ans de déclin de la fonction rénale chez les patients en insuffisance rénale sévère, d'identifier les facteurs associés au déclin de la fonction rénale et d'estimer des probabilités prédites de déclin de la fonction rénale chez ces patients, en tenant compte du risque compétitif de décès. Donc, dans cette cohorte, nous, on a inclus uniquement les patients en insuffisance rénale sévère, donc en insuffisance rénale de stade 4. Donc, les patients devaient avoir au moins 2 estimations du débit de filtration glomérulaire inférieur à 30, dont au moins une supérieure à 15. Et on a utilisé la date du premier DFG inférieur à 30 comme date d'inclusion pour notre étude. Comme critère de jugement principal, on a étudié le délai de survenue de l'événement déclin de la fonction rénale, qu'on a défini par une diminution du débit de filtration glomérulaire d'au moins 5 points, ou par une mise en dialyse si celle-ci survient avant la diminution de 5 points du DFG, ce qui est le cas pour les patients qu'on inclut avec les niveaux de fonction rénale les plus bas. 2 mots de méthode, je passe très rapidement, mais donc on a utilisé des modèles statistiques un peu sophistiqués pour prendre en compte le risque compétitif de décès. Concernant la transplantation rénale préemptive, on a choisi d'exclure des analyses les patients qui étaient greffés avant d'avoir eu un déclin de leur fonction rénale, de manière à ne considérer qu'un seul événement compétitif. On a étudié l'effet de différentes variables, notamment certaines caractéristiques cliniques, comme l'âge, le sexe du patient, la présence de comorbidités, comme l'hypertension artérielle, le diabète, la présence d'une insuffisance cardiaque, d'une cardiopathie ischémique, d'un cancer, et l'effet de certains traitements, notamment la prescription d'un inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et également l'effet de certaines variables biologiques, comme la protéinurie, la calcémie, la phosphatémie ou l'hémoglobine. On a ainsi réussi à inclure 1303 patients, avec un suivi médian qui était de 16 mois, donc 16 mois à partir de la découverte du stade 4 de la maladie rénale chronique, un nombre médian de DFG estimé qui était de 4, avec une grande disparité entre les patients. On voit qu'on a une cohorte de patients quand même assez âgés, avec un âge médian qui était quasiment à 76 ans, une majorité d'hommes à hauteur de 58,6%. On voit que les patients étaient quand même suivis pour la majorité depuis un moment avant qu'on découvre le stade 4 de la maladie rénale chronique. On avait une durée de suivi médian qui était de 31 mois avant l'inclusion dans notre étude. Des patients avec beaucoup de comorbidités, vu qu'on a 46% de diabétiques, 31% de cardiopathie ischémique et 57% qui étaient hypertendus à l'inclusion. Et on voit aussi qu'on a beaucoup de patients sous inhibiteurs du système rénine-angiotensine à hauteur de 63%. Merci. En ce qui concerne le risque de déclin de la fonction rénale, on voit avec la fonction d'incidence cumulée qu'il y avait un risque absolu de déclin de la fonction rénale à 1 an qui était de 22,9% et à 3 ans de 66%. Et un risque de décès global de 19% à 3 ans pour notre population, et un risque de décès avant déclin de la fonction rénale qui était de 7,6%. Et en analyse multivariée, si on regarde les facteurs qui sortaient comme associés au risque de déclin de la fonction rénale, il y a 4 facteurs qui sortaient, la protéinurie bien sûr, avec un hazard ratio à 1,63 pour les protéinuries comprises entre 1 et 3 grammes par rapport à une protéinurie à moins d'1 gramme, un hazard ratio à 2,75 pour les protéinuries à plus de 3 grammes par rapport aux protéinuries à moins d'1 gramme. L'anémie à moins de 10 grammes d'hémoglobine était associée à un surrisque avec un hazard ratio à 1,51.
l'hyperphosphatémie également, avec un hazard ratio aussi à 1,51, et l'hypertension artérielle avec un hazard ratio à 1,22. Concernant le risque de décès, c'était surtout la cardiopathie ischémique et la présence d'un cancer qui apparaissaient comme associés à un sur-risque de décès. Et on voit que les patients qui étaient sous un inhibiteur du système rénine-angiotensine avaient une réduction significative de leur risque de décès. Et à partir de ça, on a pu estimer des probabilités prédites de déclin de la fonction rénale sur 3 profils de patients. Un profil 1 avec un patient hypothétique qui aurait tous les facteurs de risque, un profil 2 avec un risque intermédiaire et un 3e profil avec aucun facteur de risque de déclin de la fonction rénale. Et on voit ainsi qu'à 1 an, le premier patient il a un risque de 86% de déclin de la fonction rénale, alors que le dernier profil a un risque de 22,7%. Voilà. Je vous remercie. Bonjour. Donc, je vais vous présenter les chiffres de la région Bourgogne depuis 12 ans, puisqu'on a commencé le recueil Rhin en 2005, donc fin 2004. Donc sur 12 ans, je vais parler surtout d'évolution en fait, dans le temps. Sur 12 ans, on a, vous voyez, une forte progression du nombre de patients. Ça fait plus 52% sur 12 ans, avec une moyenne de presque plus de 4% de progression par an. Bien sûr, cette progression, elle est différente en fonction des modalités de dialyse, avec une forte progression de l'UDM, un petit peu du centre, et l'ADP. Par contre, bien sûr, l'autodialyse a décliné au fil du temps. Là, on le voit, donc, c'est la proportion des patients sur la totalité. Et donc, on voit bien que en rouge et en vert, l'UDM a progressé aux dépens de l'autodialyse. Par contre, l'ADP est à peu près toujours dans le même pourcentage et le centre lourd aussi. Au niveau de l'évolution en termes d'âge et de sexe, alors là, je parle des patients présents au 31 décembre de chaque année. Donc la moyenne d'âge au fil du temps est entre 66 et 70 ans, ce qui est à peu près similaire à la moyenne nationale. Le patient, vous voyez, le plus âgé en Bourgogne a plus de 100 ans, en national il a 106 ans. Et vous voyez qu'en proportion, alors sur le registre Rhin, ça ne va pas au-delà de 75 ans et plus. Ça pourrait être intéressant qu'on voit les plus de 80, voire 85 ans, puisque ça augmente aussi. Et vous voyez que la proportion des patients âgés de plus de 75 ans progresse au fil du temps. Le sexe ratio, donc la proportion d'hommes et de femmes, ne bouge pas, en tout cas pas en Bourgogne, c'est toujours autour de 1,6, 1,7, ce qui fait à peu près 60% d'hommes, 40% de femmes. Il est légèrement plus élevé que la moyenne nationale. Par contre, au niveau national, il y a une tendance encore à l'augmentation du nombre d'hommes en proportion. Chez les patients présents en dialyse en fin d'année, je me suis intéressée un petit peu à la proportion de patients diabétiques, puisque vous allez le voir, c'est un petit peu ce qui ressort. Vous voyez qu'en rouge, vous avez les diabétiques de type 2, qui augmentent. Donc on est passé de un peu plus de 25% à 35% de patients diabétiques, avec une augmentation aussi de la proportion de patients ayant un IMC supérieur à 30.
Par contre, la proportion de diabétiques de type 1 a tendance un petit peu à baisser. Et donc, il y a une évolution similaire au niveau national. Les comorbidités, certaines restent stables, comme les coronariens, la proportion de coronariens, la proportion de personnes ayant eu un AVC ou un AIT, augmente la proportion de patients ayant eu un infarctus du myocarde, les artérites de stade 3-4. Par contre, le pourcentage de patients amputés stagne. Je me l'explique peut-être parce qu'il y a une survie après les amputations qui est assez minime. Donc les patients ne restent pas dans le registre. Voilà, les cancers, il y a une petite tendance à l'augmentation. Au niveau des voies d'accès vasculaire, on a une augmentation du pourcentage de cathéters par rapport aux fistules et aux pontages. Alors, j'ai mis deux courbes qui ne sont pas forcément bien comparables. En Bourgogne et en national. Alors, il faut peut-être comparer surtout les dernières années parce qu'en national, il y avait en vert beaucoup de données manquantes dans les premières années. Mais on voit qu'en Bourgogne, on a quand même un pourcentage de cathéters inférieur à la moyenne nationale. En bleu, vous avez les fistules, en bleu clair, les pontages, en rose, les cathés tunnelisés et en rouge, les autres voies d'accès qui sont souvent des cathéters provisoires. Ce pourcentage, cette proportion de cathéters, elle augmente chez les patients diabétiques et puis elle augmente chez les patients avec l'âge. Ça, c'est au niveau national. Au niveau de la prévalence, c'est-à-dire le nombre de patients qui habitent en Bourgogne et qui sont dialysés en Bourgogne et dans d'autres régions, on a une augmentation similaire et qui est à peu près parallèle à l'augmentation de la prévalence au niveau national. Donc, c'est des taux standardisés pour la Bourgogne, c'est-à-dire qu'on c'est pas un taux brut, on rapporte ce taux pour que les populations la population de Bourgogne soit similaire à celle de la France. Alors, selon le sexe, c'est pareil, ça augmente, mais ça augmente plus pour les hommes qui sont en bleu que pour les femmes. Et en fonction de la maladie rénale initiale, on voit bien qu'en Bourgogne et au niveau national, c'est l'hypertension et le diabète qui augmentent fortement. Les glomérulonéphrite augmentent un petit peu aussi. Par contre, les augmentations pour les autres pathologies, la polykystose, les pyélonéphrite, stagne. Alors vasculaire, je ne sais pas bien comment est fait la distinction au niveau rein, il faudrait que je me penche là-dessus. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des flux, donc les entrées et les sorties, puisque dans le registre rein, on note tout, les changements de traitement et les événements dans le parcours du patient. Donc vous avez là les entrées. Donc dans les entrées, on a principalement les nouveaux dialysés, les patients incidents qui n'ont jamais dialysé ou qui n'ont jamais été greffés. Alors effectivement, il y a des petites différences
qui ont été signalés, mais par exemple en 2010, il me semble que ça correspond à l'ouverture du nouveau centre de Sens qui avait été en travaux, et je pense que donc du coup il y a eu plus de patients qui ont pu être pris, qui étaient en liste un peu d'attente. Voilà, donc de toute façon le nombre d'incidents augmente aussi chaque année. Le reste des entrées, c'est les retours de greffe ou les patients qui arrivent d'une autre région. Voilà. Les retours après sevrage, c'est des tout petits chiffres. Les sorties, c'est principalement les décès et les greffes. Voilà. Alors, le nombre de greffes, c'est le nombre de greffes des patients qui étaient traités en Bourgogne. Ce n'est pas le nombre de greffes du centre de Dijon. Donc j'ai regardé s'il y avait une évolution dans le DFG moyen à la mise en dialyse, puisque le nombre de patients et le nombre d'incidents est tout le temps en augmentation. Il n'y a rien de significatif. Ça tourne toujours autour de 8-9 en Bourgogne. C'est le DFG, la moyenne des DFG des patients qui sont pris en dialyse. Par contre, il y a des différences en fonction de la première modalité de prise en charge. On voit bien que chez les patients qui sont pris en urgence et en hémodialyse, il y a plus de 40% des patients qui ont un DFG inférieur à 5, alors que, par exemple, en DP, c'est entre 10 et 20 et un petit peu plus en hémodialyse programmée, mais bon, il y a des différences qui sont logiques. Alors, l'évolution de l'âge et du sexe pour les nouveaux patients qui dialysent en Bourgogne. La moyenne d'âge, il n'y a pas d'évolution flagrante. Par contre, il y a bien sûr des patients de plus en plus vieux. La proportion des plus de 85 ans augmente, même si elle est minime, elle augmente de plus en plus. Le sexe ratio, il a tendance un petit peu à augmenter, mais comme au niveau national. Alors, les mises en hémodialyse en urgence et les premières dialyses sur cathéter. Donc, c'est vraiment la première séance d'hémodialyse. Alors, en bleu, c'est les urgences en Bourgogne. Donc, il y en a moins que les urgences au niveau national. Et ça a tendance un petit peu à baisser. Alors, parce qu'on a aussi revu nos critères et qu'on essaye d'être collé le plus possible à une vraie urgence. Et les premières mises en dialyse sur KT en Bourgogne, alors ça change, c'est un peu chaotique notre courbe, puisqu'on a quand même pas beaucoup de cas chaque année. Ça augmente un petit peu. Ça augmente au niveau national malgré les recommandations. L'incidence en dialyse a tendance à augmenter en Bourgogne et au niveau national, on a une petite cassure de la courbe depuis 2015, à voir si ça se prolonge dans le temps. Pareil pour le sexe. Alors sur nos petits chiffres, ça fait aussi des courbes un petit peu chaotiques. Au niveau national, ça augmente plus chez les hommes que chez les femmes. Alors, je voulais vous montrer des courbes qui sont dans le registre Rhin et qui essayent de comprendre pourquoi il y a une augmentation du nombre de patients. Alors ça, c'est chez les patients
incidents non diabétiques. Vous avez en bleu l'évolution du nombre de patients, et vous voyez que finalement, depuis 2013, ça stagne. C'est en pourcentage du nombre de cas par rapport à la population. Et pour essayer de comprendre cette évolution, on a mis en parallèle la part liée à l'augmentation de la taille de la population, donc qui est en noir, et la part liée au vieillissement de la population. Donc ça explique une partie de l'évolution, et il nous reste en rose la part qui n'est pas liée ni à la taille de la population, ni au vieillissement de la population. Donc, chez les non diabétiques, finalement, il y a moins de patients pris en dialyse par rapport à l'évolution de la population. Si on passe aux diabétiques, ce n'est pas du tout la même courbe. Et bien vous voyez bien que c'est les diabétiques de type 2. Il y a une augmentation et du nombre de diabétiques dialysés, et donc l'augmentation du nombre de dialysés se fait principalement sur les diabétiques de type 2. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, je vais essayer de remplacer à la fois Guillaume Boiteux et Elisabeth Monet. Donc, de vous présenter des données en Franche-Comté et puis de comparer les données générales de Bourgogne et de Franche-Comté aux données nationales. Alors, je remercie le docteur Leboub d'être resté. Je suis un peu désolé que M. Davigo soit parti parce que je pense que c'est intéressant de voir comment les néphrologues interprètent les données épidémiologiques de manière à avoir une discussion. Donc d'abord, comment ça fonctionne le registre rein? Donc c'est un registre qui a commencé il y a une dizaine d'années. Une des particularités de la Franche-Comté, c'est qu'elle est rentrée une des dernières, voire la dernière dans le registre rein. Elle est rentrée qu'en 2011. Donc il y a des données consolidées pour la néphrologie franc-comtoise que depuis 2011. Donc, dans le rapport du registre rein, qui est un rapport annuel, il y a une somme de données qui est extrêmement importante, qu'on peut diviser en deux parties. Des données qui concernent les incidents, c'est-à-dire les nouveaux patients qui arrivent chaque année en dialyse, et puis des données concernant les prévalents, c'est-à-dire tous les incidents et tous les survivants des années précédentes. D'accord ? Donc, on a des données ensuite qui vont être déclinées dans cette population d'incidents et dans cette population de prévalents. Alors si on regarde au niveau national, vous voyez que... il y a un pointeur. Super. Si on regarde au niveau national, on voit que les prévalents en 2015, c'est 82 295 patients. Donc ça, c'est à un moment T, le nombre de patients en insuffisance rénale terminale avec un traitement de suppléance. C'est-à-dire que les patients qui ne sont au stade 5, comme on dit, c'est-à-dire qui sont au stade terminal, mais qui n'ont pas de traitement de suppléance, ne sont pas pour l'instant pris en charge dans le registre rein. Et donc, majoritairement, il s'agit de patients dialysés. Donc, il y a un peu plus de 45 000 dialysés et un peu moins de transplantés, 36 000. Et donc, il y a un flux de patients entrants. Donc, sur l'année 2015, c'est 11 000 patients, qui sont très majoritairement des nouveaux dialysés, et pour un petit nombre, des patients qui rentrent comme ayant comme premier traitement de suppléance la transplantation. C'est ce qu'on appelle la transplantation préemptive. Et puis, il y a un flux, malheureusement, sortant, qui sont les patients qui décèdent. Donc, vous voyez, 7 000 patients qui sont décédés en dialyse. Donc, vous voyez, ça représente 18% sur une année. Ça illustre ce qu'est la mortalité en dialyse, et puis une mortalité qui est évidemment plus faible en transplantation, ne serait-ce déjà que par une sélection des patients. Et donc il y a ces données qui sont séparées entre les incidents et les prévalents. Donc vous voyez que même si l'incidence stagne, elle est supérieure
aux sorties, donc la prévalence va augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale prise en charge par une méthode de suppléance en Bourgogne-Franche-Comté? Eh bien, il y a une situation qui est assez particulière en Bourgogne et en Franche-Comté, c'est que vous voyez, alors il y a 3 codes couleurs. En jaune, c'est pas différent de la moyenne nationale. En rouge, c'est supérieur à la moyenne nationale. Il y a plus de nouveaux patients qui arrivent qu'on en attendrait compte tenu de la population de cette région. Et puis en bleu, il y a les régions où il y a une incidence qui est inférieure à la moyenne nationale. Il y a moins de cas qu'on en attendrait compte tenu de la population. Et donc vous voyez qu'il y a une situation particulière en Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'il y a moins de patients qui arrivent pour une méthode de suppléance que dans d'autres régions, et en particulier que dans les régions voisines. Parce qu'en fait, il y a un gradient des maladies chroniques en général, maladies chroniques des pays occidentaux, qui a un gradient nord-sud et un gradient est-ouest. Plus on habite au nord et à l'est, plus on a de risque d'être obèse, diabétique, d'avoir une maladie cardiovasculaire et d'avoir une insuffisance rénale. Désolé. Et à l'inverse, plus on est à l'ouest et plus on est au sud, moins on a de risque. C'est vérifié dans un tas de maladies cardiovasculaires. Et donc vous voyez que si on tire un trait comme ça qui sépare globalement la France en nord-est, sud-ouest, ben ça marche bien. Hein. Vous voyez que l'ouest de la France, globalement, et le sud, sud-ouest, il y a une prévalence, une incidence, de la maladie rénale chronique terminale qui est inférieure. Mais là, il y a 2, ou peut-être avec l'Auvergne, alors on la met, qui se comportent de façon différente, et de façon différente des régions les plus voisines, à la fois au nord et à la fois au sud. Donc, je vais être aujourd'hui uniquement factuel. On pourra discuter ensuite sur les raisons, mais le fait est, c'est que le comportement de ces 2 régions en matière d'insuffisance rénale chronique terminale n'est pas attendu compte tenu de la situation géographique de ces 2 régions. Alors juste, il y a peu de variations entre les départements. Là, vous voyez, j'ai illustré. Alors c'est par rapport à la moyenne nationale toujours. Donc il y a la Côte d'Or, la Saône-et-Loire ou le Jura où c'est inférieur à la moyenne nationale. Les autres, c'est pas différent. Mais globalement, quand on regarde les chiffres, c'est pas très très différent entre les départements. Et l'incidence, donc le docteur Roche vous l'a montré, mais l'incidence globalement, elle est assez stable à la fois en Bourgogne et en Franche-Comté. Alors l'incidence est stable, mais évidemment, la prévalence, vous allez le voir, va évidemment augmenter. Donc, quand on regarde l'incidence en chiffres bruts, standardisé, c'est-à-dire standardisé, ça veut dire que tout est rapporté à 1 million d'habitants, et c'est en plus standardisé pour l'âge de la population et le sexe. Donc vous voyez qu'en moyenne, on attend qu'au niveau national, alors national, j'ai pris l'Hexagone. Ce n'est pas une vision métropole centrée, mais en fait, quand on prend l'ensemble du pays, on prend l'outre-mer, et le comportement des départements et territoires d'outre-mer en matière d'insuffisance rénale, c'est tellement différent de la métropole que je pense qu'on ne peut pas les analyser avec. Vous voyez que quand on prend juste la métropole, on attend 163 cas par million d'habitants. Quand on prend par exemple la Guyane, on en observe 300. Quand on prend la Réunion, 368. C'est totalement différent de ce qui se passe en métropole. Donc la comparaison que j'ai mise, c'est la métropole à chaque fois. Donc vous voyez qu'en métropole, 163. Quand on regarde globalement Bourgogne-Franche-Comté, 138. 130 pour la Franche-Comté, 142 pour la Bourgogne. Donc on est nettement au-dessous. Et le comportement, il est très différent de nos voisins. Vous voyez qu'on est quasiment à 180 pour la région Grand Est. Et quand on prend nos un peu plus lointains voisins, mais proches voisins dans Santélis, les Hauts-de-France, on est presque à 200. Donc un comportement qui est vraiment très très différent et qui se rapproche davantage donc des régions ouest que des régions est. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, on vous a dit, et vous le savez, dans les centres de dialyse, la principale
cause de maladie rénale chronique et d'arrivée en dialyse, c'est le diabète. Et donc l'incidence des patients diabétiques en dialyse, elle est extrêmement importante partout. Donc quand on regarde ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez que le taux standardisé pour le diabète de type 2, c'est 54 nouveaux patients. Ce n'est pas très différent entre la Bourgogne et la Franche-Comté, un petit peu moins en Franche-Comté. Quand on regarde au niveau national, on est à 65. Et là aussi, on est très différent de ce qui se passe dans la région Est. Vous voyez qu'on est à 80 ou dans les Hauts-de-France, 87. Et ça, c'est assez surprenant parce que quand on regarde dans la population générale l'incidence du diabète, enfin la prévalence du diabète, pardon, ben vous voyez qu'en fait, là, on n'est pas très très différent de la région Est. Vous voyez que la Franche-Comté est un peu à part, mais vous voyez que la Bourgogne, globalement, on voit bien qu'on est... ça marche vraiment pas. Je sais pas si avec, vous voyez là, la flèche se déplace ou pas? Non, vous voyez pas. Donc en tout cas, vous voyez bien que tout le quart nord-est a une prévalence du diabète qui est très augmentée, et pour autant, elle est beaucoup plus basse pour les patients qui arrivent en insuffisance rénale terminale en Bourgogne et en Franche-Comté. Ce qui fait que ce n'est pas seulement un effet qui est lié à moins de facteurs de risque, probablement il y a un autre effet. Alors si on regarde la prévalence, donc la prévalence c'est les incidents plus les survivants, ben on voit que c'est à peu près pareil. Globalement, il y a toujours cette coupure nord-ouest, nord-sud et est-ouest. Alors c'est un peu moins marqué, mais vous voyez qu'on est toujours dans une prévalence qui est inférieure à la moyenne nationale. Et donc la prévalence, bah, elle a tendance à augmenter, évidemment, puisqu'il y a les patients qui survivent, il y a des nouveaux patients, et même si l'incidence reste stable, bah, la prévalence augmente. Alors, les modalités de premier traitement, c'est quelque chose d'important qui fait qu'on ne se comprend pas forcément lorsque l'ARS nous donne des objectifs, parce qu'on a l'impression, peut-être un peu plus que l'impression, qu'on est déjà plutôt pas mal dans les objectifs. Donc, quand on regarde les premiers traitements, ce qu'on voit, c'est que globalement, au niveau national, il y a 85% des patients environ qui commencent par l'hémodialyse, 10% qui commencent par la dialyse péritonéale et environ 4% des patients qui ont une transplantation préemptive. Quand on prend l'ensemble de Bourgogne-Franche-Comté, on a 74% des patients qui commencent par l'hémodialyse, plus de 20% qui commencent par la dialyse péritonéale et la moyenne nationale, 4,4 pour les transplantations préemptives. C'est un peu différent en Bourgogne et en Franche-Comté. Vous voyez qu'en Franche-Comté, on est au-dessus du ratio national. On est au-dessus très largement en matière de DP, pour la Bourgogne aussi. Mais globalement, on est déjà aussi dans des particularités de prise en charge qui sont extrêmement différentes. Et j'aurais envie de dire de façon un peu provocatrice, avant qu'on fasse mieux, peut-être que tout le monde pourrait essayer de faire comme nous. Alors, quand on regarde, cette fois-ci, qu'on enlève les patients qui ont été transplantés avant d'avoir de la dialyse, qui représente une population qui est sans doute très différente des patients qui vont commencer la dialyse, donc on se concentre juste sur ceux qui ont eu comme première méthode de suppléance, soit l'hémodialyse, soit la dialyse péritonéale, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les différences, elles sont amplifiées. C'est-à-dire que là, on n'est plus à 21 et 18, 26 et 18, mais vous voyez que quand on regarde la dialyse péritonéale, on est à 28% en Franche-Comté, 18% en Bourgogne, 21% pour l'ensemble de la région, alors que le total de l'Hexagone, c'est 10%. Donc on est deux fois plus, il y a 2 fois plus de probabilité pour un patient qui est en Bourgogne-Franche-Comté de commencer par l'ADP par rapport à l'hémodialyse, par rapport au reste de la France. S'il est en Franche-Comté, il a quasiment 3 fois plus de chances de commencer avec cette technique. Et donc, quand vous regardez l'ADP, vous voyez que globalement, Bourgogne-Franche-Comté, ça fait mieux que le reste de la France, et que quand on regarde l'ADP spécifiquement là en Franche-Comté, les seuls qui sont à peu près équivalents, c'est la Normandie, Basse et Haute-Normandie, et que
même si on va très près dans les chiffres, la première région, c'est la Franche-Comté. Si on regarde ceux qui restent effectivement en dialyse péritonéale, c'est-à-dire qu'on regarde quel est finalement le traitement à 3 mois, parce qu'il y a les patients aussi qui sont arrivés en urgence, qui n'ont pas forcément eu le choix de commencer par autre chose que l'hémodialyse. Est-ce que pour ces patients-là, on est quand même capable de proposer de la dialyse péritonéale? Est-ce que les patients qui ont commencé en dialyse péritonéale, y sont restés? Quand on regarde les patients en dialyse péritonéale à 3 mois, là, ils représentent 31% en Franche-Comté, donc on est passé de 28 à 31, et ils représentaient 18% en Bourgogne, ils représentent 21, presque 22%. Donc vous voyez que même à 3 mois, on a amplifié l'effet, alors qu'on est à peine 12%, donc on est toujours au double de ce qui se passe au niveau national. Donc là, on est dans les modalités de traitement des patients prévalents. Donc c'est concordant avec ce qu'on a observé tout à l'heure. Donc il y a ici les patients qui sont en hémodialyse. Donc il y a 45% sur la Bourgogne-Franche-Comté des patients qui sont en hémodialyse, 7,5% qui sont en dialyse péritonéale. On est là aussi au double de ce qui s'observe au niveau national. Le nombre a baissé chez les prévalents, mais vous savez que la dialyse péritonéale, c'est une technique qui n'est pas forcément pour toute la durée de l'insuffisance rénale. Donc ce chiffre, il diminue, mais il reste quand même le double de ce qui est observé en national. En termes de patients transplantés parmi les prévalents, vous voyez qu'on est à 46%, donc on est très légèrement au-dessus de la moyenne nationale, mais quand on regarde, en fait, il y a une petite disparité, 50%, un peu plus de 50% en Franche-Comté. Donc la Franche-Comté, c'est une des rares régions qui a davantage de transplantés que de dialysés. Vous voyez que si on compare par exemple à une région proche, l'Alsace, il n'y a que 38% de dialysés, de transplantés, pardon, merci. Alors, si on va un peu plus loin et qu'on regarde chez les prévalents la modalité de dialyse, donc ça a été abordé tout à l'heure par le docteur Leboub. Donc il y a les différentes modalités. Là, on est juste chez les patients évidemment dialysés. Donc ce qu'on voit effectivement, c'est que par rapport à la moyenne nationale, il y a moins de patients qui sont pris en charge en centre lourd. Donc on est en moyenne nationale à 55%, on est 10 points en dessous. C'est énorme. En termes d'économie de santé, je pense qu'il faudrait voir ce que ça représente, mais c'est énorme. Alors, il y a plus de patients en UDM, moins de patients en autodialyse. Je rejoins ce qu'a dit Philippe Dubo. Il y a de la vraie UDM, de la vraie autodialyse, et quelquefois, il y a un peu une confusion des genres. Et puis, sur la dialyse péritonéale, il y a une répartition des patients, principalement sur la DPCA, avec des chiffres là aussi qui sont 2 à 3 fois ce qui est observé au niveau national. Donc quand on regarde le pourcentage de patients qui sont traités à domicile en France, on voit que il y a une singularité, quasiment, vous voyez, le dessin de la Bourgogne-Franche-Comté, qui est à la plus haute prévalence de patients qui sont traités à domicile. Il n'y a que la Basse-Normandie qui est équivalente. Et ça, c'est un effet domicile, vous l'avez compris, qui est très dépendant de la dialyse péritonéale, puisque quand on regarde l'hémodialyse à domicile, on a des chiffres qui sont globalement superposables à la moyenne nationale. Donc ce qui fait la différence en termes de prise en charge à domicile, c'est vraiment l'activité de dialyse péritonéale. Alors, j'en suis presque à la fin. Si on regarde les conditions associées au début de l'épuration extra-rénale, quand on regarde le débit de filtration glomérulaire au moment de la prise en charge, vous voyez qu'en moyenne, les patients sont pris en charge à un débit de filtration glomérulaire en France à 9 ml par minute.
Donc globalement, on n'est pas très très loin de ça, un tout petit peu en dessous, franchement en dessous pour la Bourgogne, à la moyenne nationale pour la Franche-Comté. Il n'y a pas franchement de différence très significative. En revanche, il y a des différences qui sont associées à l'hémodialyse en urgence. Alors, j'espère que ça tient à la définition de l'urgence. Il faudrait qu'on en discute avec les responsables de rein en Franche-Comté. Mais quand on regarde les chiffres, il y a 46% des patients qui sont pris en charge en hémodialyse en urgence en Franche-Comté. Ça me semble un chiffre déraisonnable. Alors, soit c'est vrai et c'est catastrophique, soit il y a un problème de qu'est-ce qu'une urgence, qu'est-ce qu'une prise en charge en urgence, parce que ça dénote totalement du reste des chiffres en France. De même qu'il y a un effort à faire, puisque même si le taux de renseignement, en particulier en Franche-Comté, là, n'est pas très très bon, il y a quand même un certain nombre de patients qui n'ont pas eu de consultation préalable par un néphrologue, 10% en Bourgogne, sur un chiffre assez exhaustif, 95% de renseignements, 25% en Franche-Comté sur un taux d'enregistrement qui est relativement faible, pour ne pas dire très faible, et donc qui peut-être ne permet pas d'interpréter réellement ce chiffre, mais quand même peut-être un travail à faire là-dessus. En particulier, et là je parle pour l'ARS, sur des zones géographiques qui sont particulièrement désertées, et où il y a probablement besoin de penser aux besoins néphrologiques. Globalement, on sait que plus on est loin d'un docteur, d'un spécialiste, quelle que soit la spécialité, moins on a de chances d'avoir accès aux meilleurs soins. Ça, c'est sûr. Alors, là, on est sur, je crois, la transplantation. Je suis désolé, mais je l'ai fait un peu vite. Donc, quand on regarde, cette fois-ci, la transplantation spécifiquement, donc je vous ai dit qu'en Franche-Comté, on est au-dessus de la moyenne nationale. On est très proche de ce qui s'observe dans des régions de l'Ouest, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de Loire, qui sont, avec la Franche-Comté, des régions où le nombre de patients transplantés, le nombre de patients prévalents, est supérieur au nombre de dialysés. Et donc, quand on regarde ici, les greffés, effectivement, on est à une prévalence qui est, malgré tout, basse, mais pas aussi basse que l'insuffisance rénale. Alors, vous voyez ici, c'est la prévalence de l'insuffisance rénale terminale. Et quand on regarde la prévalence de la greffe, vous voyez qu'on se rehausse un peu plus, même si on reste relativement bas. Alors, pourquoi est-ce qu'on reste bas ? Je vais passer celle-ci. Parce que le nombre de transplantés va être forcément fait sur le nombre d'insuffisants rénaux chroniques. On ne peut transplanter que des gens qui sont en insuffisance rénale chronique, heureusement. Donc, même si vous avez une activité de transplantation qui est extrêmement forte, même si vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, si la prévalence de l'insuffisance rénale chronique est faible, de toute façon, vous ne pourrez pas avoir un taux de transplantation par million d'habitants qui sera fort. Et donc vous voyez que je vous ai dit tout à l'heure, la Bourgogne, elle est à la moyenne nationale, la Franche-Comté, elle est très au-dessus de la moyenne nationale en prévalence des transplantés par rapport aux dialysés. Quand on regarde le taux de transplantation par million d'habitants en 2015, donc il y avait eu autant de transplantations cette année-là en Bourgogne et en Franche-Comté, enfin à Dijon et à Besançon. Vous voyez que 29 transplantations par million d'habitants en Bourgogne, 41 en Franche-Comté, mais quand on regarde au niveau de la France, 52 par million d'habitants. Quand on regarde l'Île-de-France, 72 par million d'habitants. Donc il y a une certaine incohérence qu'on ne peut corriger que quand on sait par ailleurs que la prévalence de l'insuffisance rénale chronique terminale est faible et donc on ne peut pas transplanter des gens qui n'existent pas. La transplantation préemptive, c'est l'idéal dans le parcours patient.
ça sous-entend quand même un certain nombre de choses, à la fois dans l'organisation et du patient. Globalement, vous voyez que la Franche-Comté est une des régions qui se place le mieux, la Bourgogne un peu moins. Bon, pour la Bourgogne, il y a d'autres problèmes pour la transplantation qu'on pourrait résumer par la fuite, bon. Donc globalement, l'accès à la transplantation, il est bon, je vous ai dit. Il pourrait probablement être accéléré. Et il pourrait être accéléré par l'accès à la liste d'attente. Vous savez que ça, c'est un enjeu majeur et qui sera un critère qualité probablement très bientôt. C'est de dire quelle information à la greffe il y a eu et quelle rapidité d'inscription il y a eu. Donc en fait, ce tableau, il montre au moment où les patients commencent la dialyse, donc au moment où ils rentrent dans le registre rein, s'ils sont inscrits ou pas, et ensuite à différents moments de leur traitement par dialyse, est-ce qu'ils sont inscrits ou pas. Donc vous voyez que quand les patients commencent la dialyse en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a 15% qui sont inscrits sur liste d'attente. Donc globalement, on est à la moyenne nationale. Quand on regarde un an après, il y en a 48%, 46 en Bourgogne, 52 en Franche-Comté. On est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. Alors, la Franche-Comté, je pense que c'est la deuxième ou troisième région où il y a le plus d'inscriptions dans la première année. Bon, forcément, après, ça s'améliore. Donc, on a une très forte capacité à inscrire les patients dans la première année qui suit la dialyse. Je pense qu'un des challenges qui nous reste, c'est être capable d'inscrire les patients encore plus avant qu'ils soient en dialyse. Donc ça nécessite du temps, beaucoup de temps. Je parle pour les RS. Alors, les conclusions. L'incidence et la prévalence de l'insuffisance rénale chronique terminale, prise en charge en dialyse ou en transplantation, sont plus faibles que la moyenne nationale. C'est factuel. Les modalités de dialyse sont différentes par rapport à la moyenne nationale. Il y a plus de dialyse hors centre et il y a beaucoup plus de dialyse péritonéale, en particulier en Franche-Comté. Il y a un accès qui est favorisé à la transplantation, en particulier en Franche-Comté, mais c'est vrai sur l'ensemble du territoire. Alors on peut donner des pistes sur le fait qu'il y a tous ces éléments particuliers en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a possiblement un effet prévention, difficile à mesurer, mais c'est possible. Il y a probablement l'organisation des soins qui est toute particulière, avec des réseaux soit formalisés, soit pas formalisés, mais qui, de mon expérience depuis une vingtaine d'années, fonctionnent très très bien. Et puis il y a la volonté des acteurs. Et donc les acteurs, pour qu'ils restent volontaires, il faut les impliquer dans l'organisation des soins. Et je rejoins là ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Simon Viraud, et je vous remercie.